Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode solo pour parler du phénomène Neja, le film chinois qui est en train d'exploser le box-office mondial, puisque à l'heure actuelle, il est déjà en train de frôler la barre des 2 milliards de dollars US générés au box-office, sachant que le film ayant généré le plus d'argent de tous les temps est Avatar avec près de 3 milliards. Là, on est déjà dans le top 8 mondial. À mon avis, il va sûrement finir dans le top 5. Donc évidemment, ça suscite beaucoup de réactions et beaucoup de gens s'intéressent à ce Neja. Et on se demande quels sont un peu les ingrédients du succès et est-ce qu'on peut apprécier cette licence, puisque vous savez peut-être que c'est le deuxième épisode, donc c'est la suite d'un film qui est sorti juste avant le Covid en 2019. Et j'ai eu la chance de voir le premier quand j'étais en Chine, à Pékin, et là, le deuxième, il y a quelques jours à Vancouver, puisque Vancouver étant une ville où il y a beaucoup de gens qui viennent de Chine, on a la chance de pouvoir regarder des films en version originale chinoise. Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps pour le voir en version française en France, mais ça devrait pas trop tarder non plus. Donc, je vais essayer dans cet épisode de vous donner un peu plus de contexte pour que vous compreniez un petit peu d'où vient ce Neja et de vous donner un peu les clés pour pouvoir apprécier le film si vous décidez d'aller le voir en salle, et puis comprendre un petit peu plus globalement comment expliquer ce succès colossal. Alors Neja, d'où vient Neja? On va commencer simple pour poser les bases. Neja, la prononciation, parce que j'entends déjà des Neza, des Neuza un petit peu à toutes les sauces. Alors non, Ne en français on connaît bien. Le Jaja, on le maîtrise aussi. Donc Neja, Neja 1 pour le premier film, sorti en 2019, Neja 2 pour le dernier, qui vient de sortir, sorti pendant le Nouvel An chinois. Donc voilà, on pose les bases parce que vous allez voir, ça va vite se complexifier. Alors déjà, voilà, on est sur le Neja. D'où vient Neja? Neja est un personnage de fiction qui est né lors de la dynastie Ming. Donc Ming, on est sur le retour des Han au pouvoir après les Yuan. Donc les Yuan, dynastie Yuan, qui était la dynastie fondée par le petit-fils de Gengis Khan, donc la dynastie mongole. Et là, on est sur le retour des Han au pouvoir, qui vont rester presque 3 siècles, entre 1368 et 1644. Donc période de retour en force des Han, et qui vont notamment s'imposer sur le domaine culturel, puisque vous allez avoir beaucoup d'ouvrages littéraires qui vont marquer cette période, avec notamment les 4 livres extraordinaires, et un autre livre qui ne fait pas partie de ces 4 livres extraordinaires, qui s'appelle L'Investiture des dieux, et c'est là-dedans, c'est dans cet ouvrage que Neja naît. C'est là qu'il apparaît pour la première fois. Donc on est à peu près à l'époque de Rabelais. Voilà. 14e siècle. La première difficulté, c'est que cet ouvrage fait référence à une période historique bien plus ancienne, puisque déjà, on est sur la Chine avant la Chine. Donc traditionnellement, on situe le début de la Chine à Qin Shi Huang, l'empereur qui a unifié la Chine, qui s'est fait enterrer à Xi'an et qui a initié la Grande Muraille. Donc là, on est bien avant cet empereur-là. On est entre deux dynasties. On est entre la dynastie Shang et la dynastie Zhou. Donc c'est un petit peu comme si on écrivait l'Iliade du temps de Rabelais. Voilà. Et on raconte ce qui s'est passé il y a très longtemps, donc à peu près à moins 1000 avant Jésus-Christ, où on avait des personnages, donc des personnages qui ont réellement existé, et on va mélanger ça avec des personnages mythologiques. Donc ça crée déjà un mélange des genres entre des choses mythologiques et des choses historiques. Et en plus, on a une certaine complexité au niveau des noms et puis aussi des successions des dynasties. Mais vous avez en gros le grand méchant qui est donc le roi Zhou des Shang. Donc les Shang, c'est donc la dernière dynastie qui va s'effondrer avec ce roi tyrannique, le roi Zhou, qui va être renversé par Tifa. Tifa qui va devenir le nouveau roi et aussi roi des Zhou puisqu'il va fonder la dynastie Zhou. Voilà, donc déjà il y a une première complexité, c'est qu'on renverse un Zhou pour remettre une dynastie Zhou. Donc faut pas se tromper de Zhou. Voilà. Donc voilà, Neja est un personnage clé dans cet ouvrage, dans cette investiture des dieux, parce qu'il va avoir un rôle extrêmement important pour aider justement cette bascule
et faire en sorte et aider en fait l'établissement de cette nouvelle dynastie pour un petit peu rétablir l'équilibre et mettre fin à la tyrannie du méchant Joe. Voilà, on remplace le méchant Joe par un gentil Joe. Voilà. Alors, Neja est un personnage mythologique, c'est un enfant, et c'est un petit peu l'archétype de l'enfant qui essaye de gérer son hubris. Donc, l'enfant colérique qui ne respecte pas l'autorité, qui en fait un peu qu'à sa tête, et qui a des pouvoirs en plus. Donc voilà, c'est typiquement la personne auquel on peut s'associer, hein, puisque c'est l'enfant insupportable qui fait un peu ce qu'il veut et qui peut faire des dingueries. Donc voilà, le côté un peu démoniaque de l'enfant, et ça, je pense que ça parle à beaucoup de gens, pas que en Chine. C'est vraiment ça, il y a un peu ce côté Benoît Bricefer, mais en gangster. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus corrosif, où en gros on est sur un Astérix, mais qui est pas du tout dans une logique villageoise. Vraiment, on est plus sur un petit dingo qui a des pouvoirs et qui veut, il veut faire des dingueries. Voilà. Neja, pour ma part, je l'ai découvert en 2018 lors de mes années d'études à l'Académie du cinéma de Pékin, puisque j'avais des cours à la fois sur l'histoire du cinéma chinois dans sa globalité, mais aussi sur l'histoire de l'animation chinoise. Et vous avez un classique de l'animation qui est sorti en 1979, quelques années seulement après la révolution culturelle. Ce film qui s'appelle Le Prince Neja Triomphe du Roi Dragon, en chinois Neja Now Hai, donc sorti quelques années après la Révolution culturelle, et je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'ils ont réussi à finaliser ce projet d'animation 2D qui est magnifique et que je vous recommande vraiment si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Neja. Ce qui m'a beaucoup marqué avec ce film, c'est que vous avez un enfant, un héros enfant avec une scène de suicide qui est vraiment magnifique, où en fait Neja décide de se tuer plutôt que de laisser une inégalité se produire. Donc en fait, il y a cette espèce de sacrifice magnifique où il prend une lame et il se tranche la gorge pour rétablir un équilibre dans le monde. Donc voilà, ce genre de moment complètement suspendu avec un montage comme ça, des images très saccadé avec des images qui se frisent, où vous avez un renne qui lui rapporte ses objets précieux, vous avez des gros plans sur les visages des gens qui assistent à ce suicide, et ça qui est montré de façon extrêmement poétique avec la musique chinoise en fond qui vient rythmer tout ça. Vraiment une scène extraordinaire. Et ce film a vraiment marqué toute une génération. Donc vraiment, je vous recommande d'aller regarder ce film d'animation 2D que vous pouvez trouver, je pense, assez facilement sur Internet. Le succès de Neja est indissociable de son réalisateur, Jiao Zi. Donc ça veut dire ravioli en chinois. Donc évidemment, c'est un surnom humoristique. Son vrai nom, c'est Yang Yu. C'est un réalisateur d'une quarantaine d'années qui vient on pourrait presque dire une petite ville, puisqu'il vient d'une ville qui a environ 5 millions d'habitants dans la province du Sichuan, dans le sud de la Chine, et qui incarne un petit peu toute une génération de Chinois qui ont grandi sans frères et sœurs, puisque donc issus de la politique de l'enfant unique, et avec une famille aux revenus assez modestes. Il a perdu son père assez tôt, donc il vivait seul avec sa mère, qui touchait une pension absolument dérisoire, puisque c'était environ 1 000 yuans par mois, donc au début des années 2010. Donc c'est l'équivalent de environ 150 euros par mois. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il donc il poursuivait des études aussi pour devenir médecin. Et il a découvert, grâce à un de ses camarades de classe, un logiciel d'animation 3D qui est la référence dans le milieu depuis très longtemps, qui s'appelle Maya. Il s'est passionné pour ce logiciel et il a commencé à travailler sur un projet personnel que vous pouvez trouver en ligne aussi, qui s'appelle Tag Da Si Quoi. Donc frappe la grosse pastèque, et qui est un film qui a eu beaucoup de retentissement dans le monde de l'animation, notamment pour le fait qu'il avait été réalisé entièrement par quelqu'un qui n'avait aucun parcours académique dans l'animation, qui avait réussi à faire ça complètement en autodidacte, donc qui a inspiré beaucoup d'admiration et de respect de la part de ses contemporains. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le réalisateur, en fait, parle d'un thème
qu'il connaît parfaitement puisque c'est cette thématique de changer son destin. Et la thématique de changer son destin est au cœur du narratif de Neja. Donc Neja, c'est un personnage qui n'est pas un héros humain, dont le destin est déjà écrit par les dieux et qui va en fait va tout faire pour changer son destin de la même façon que ce réalisateur-là a tout fait en fait, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour changer son destin à lui. Donc il y a vraiment cette espèce de crédibilité qui va puiser dans son parcours personnel et qui va même jusqu'à placarder ou plaquer plutôt sur le visage de son héros, puisque vous avez, si vous avez déjà vu l'apparence de Neja, vous allez voir qu'ils ont comme un espèce de Heiyuan, donc de cercle noir autour des yeux. Et en fait, ça traduit en fait toutes les années de travail et d'efforts du réalisateur pour accoucher de ce projet gigantesque. Vous voyez que même dans le personnage de Neja, en fait, on retrouve notamment une part de ce narratif et puis une part de l'identité de son créateur. En plus de lui donner donc ces contours noirs autour des yeux et ces cernes, il va aussi en fait y ajouter beaucoup de son humour, de son sens de l'humour personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Comme je vous le disais en introduction, Neja se situe dans un contexte historique très précis. Et donc, le langage qu'on utilise n'est évidemment pas le chinois moderne. Donc, ça représente un challenge, notamment pour les gens qui le voient en version originale, parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont assez désuètes, d'expressions assez anciennes. Mais là où ça devient assez intéressant, et je pense aussi un argument marketing et un ingrédient du succès, c'est qu'en fait le réalisateur va venir insuffler beaucoup de modernité dans le film, en abordant des thématiques très modernes, notamment par exemple le fait de travailler tard, donc le concept de haroyer, qui est en fait le concept de veiller tard et d'ensuite d'être complètement déréglé, ou alors le concept de meiyen, donc le fait d'utiliser des filtres pour se rendre plus beau, un peu la thématique qu'on retrouve beaucoup sur Instagram, des choses comme ça. Donc ça, en fait, ce sont des traits d'humour et des points qui vont venir un petit peu parsemer ce récit et qui vont donner vraiment une dimension très personnelle au projet, alors que l'ensemble du décorum est très dynastique et très lourd. Alors on arrive à la question, faut-il aller voir Neja si on n'a aucune connaissance de l'histoire chinoise et de la mythologie chinoise? Alors je vous dirais assez simplement non. Ça va être très difficile de comprendre ce qui se passe et je pense pas que vous passiez un bon moment. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu les clés de compréhension pour que si vous avez envie d'y aller, vous puissiez un petit peu comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de voir le premier Neja sorti en 2019 pour apprécier le deuxième Neja, puisque le récit se suffit à lui-même. On commence au début, à la naissance de Neja, et puis on va jusqu'au bout. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de rattraper le premier. Par contre, si vous ne connaissez rien à la mythologie chinoise, ça va être assez compliqué. Donc je vais essayer de vous donner quelques pistes pour que, si vous êtes curieux et intéressé, vous puissiez en profiter pleinement. Donc le début est assez clair puisque le film s'ouvre sur une attaque, l'attaque d'un méchant. Vous allez voir, le méchant est assez facile à repérer puisque c'est un espèce de d'humain à l'apparence d'un chat noir qui s'appelle donc Shen Gongbao. Donc Shen Gongbao attaque une citadelle chinoise, une forteresse, qui est en fait le lieu de naissance de Neja, qui a ses deux parents qui vivent là dans cette forteresse et son père est le commandant qui est en charge de cette garnison. Donc on a voilà un premier antagonisme qui est assez clair, qui est assez compréhensible, et l'attaque a lieu, et à la suite de cette attaque-là, le meilleur ami de Neja, qui donc a été créé en même temps que lui, se retrouve tué, et pour le sauver, Neja parvient à l'absorber dans son propre corps, et pour pouvoir lui redonner la vie, il va devoir en fait réaliser une série d'épreuves, un peu comme les 12 travaux d'Hercule, puisque à la suite de ces épreuves-là, on va lui remettre un élixir, et cet élixir-là va lui permettre de redonner vie à son meilleur ami, qui maintenant, à l'heure actuelle, se retrouve emprisonné dans le corps de Neja. Donc voilà, vous avez cette promesse-là qui est donc assez simple. Neja va se retrouver à faire plusieurs épreuves avec cette difficulté supplémentaire où en fait il a un double intérieur, où il y a deux identités en lui. Donc il se retrouve à faire ces trois épreuves-là et le film raconte ces épreuves-là et évidemment
Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, mais vous avez une succession de nouveaux personnages et un petit peu comme si on avait les 12 travaux d'Hercule, d'épreuves qui se succèdent. En tout, il y en a trois épreuves, jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer cet élixir-là. Et une fois que l'élixir est récupéré, il y a une nouvelle complexité puisque ce qu'on attendait de chacun des personnages est en fait plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous en dire. Mais déjà, vous avez une bonne base pour pouvoir apprécier ce film qui fait quand même 2h20. Dans l'ensemble, je dirais que Neja est un film qui est très difficile à apprécier si vous ne connaissez rien à la mythologie chinoise. Et je dirais d'autant plus que vous avez une esthétique qui est très très particulière. Je trouve qu'il manque beaucoup de cohérence, puisque vous avez des éléments qui vont vous faire penser à des films d'animation très à l'américaine, du style Pixar, et d'autres choses qui vont vous faire penser à de l'animation japonaise, plus dans le style One Piece. À la fin, on a une métamorphose de Neja qui est littéralement une copie de One Piece. Donc c'est très 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 compliqué, je trouve, à absorber d'un point de vue vraiment purement esthétique parce que c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'effets visuels, beaucoup de scènes de slow motion. À mon goût, beaucoup trop, hein. Donc d'un point de vue technique, c'est impressionnant, mais je trouve que ça manque beaucoup de cohérence. On n'a pas du tout ce sentiment de regarder un peu comme on a dans l'animation 2D chinoise. On a l'impression vraiment de regarder un film qui a une esthétique qui est maintenue d'un bout à l'autre et qui se mêle de façon très belle et très cohérente avec le film lui-même. En conclusion, je vous dirais que essayer d'apprécier Neja si vous êtes français, c'est un petit peu comme essayer de faire apprécier Astérix et Obélix à un Chinois. C'est-à-dire c'est mission impossible. C'est très compliqué, ça demande une formation. Voilà, beaucoup de références culturelles, beaucoup d'éléments qui nous échappent. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous permettra d'y voir un peu plus clair. Je vous recommande évidemment le film d'animation en 2D dont je vous parlais, qui s'appelle donc le Prince Neja Triomphe du Roi Dragon, qui date de 1979. Un autre film qui est très intéressant, qui a été fait par le même studio, donc aussi le studio d'animation de Shanghai, qui s'appelle Le Livre Céleste, une légende chinoise, qui est en fait la légende de l'investiture des dieux, qui est sorti en 1983, qui est aussi un film d'animation en 2D que je vous recommande si vous voulez comprendre l'histoire avant peut-être d'aller voir ce film en 3D. Ce qu'on peut dire, en fait, tout simplement, c'est que le succès de Neja, c'est aussi parce que c'est un film qui a été fait pour un public chinois. Donc, ça fait longtemps que la Chine a arrêté d'essayer de séduire un public mondial, comme le faisaient Disney et Pixar. Aujourd'hui, l'industrie a compris que ça ne fonctionnait pas. Il n'y a eu aucun exemple de film d'animation chinois qui a réussi à séduire un public mondial hors dehors de ses frontières. Et donc, la Chine a fait ce choix de se focaliser sur son public et son public qui est d'ailleurs en Chine et pas seulement en Chine, puisque le film marche très bien grâce notamment à la diaspora chinoise dans les grandes villes hors de la Chine. Pour moi, ce qui a vraiment fait vibrer la corde sensible des spectateurs et surtout des spectateurs adultes, ça a été vraiment le parcours de Diao Ze, de son réalisateur, qui en fait incarne parfaitement Neja, qui raconte une histoire d'un point de vue moderne avec une perspective rafraîchissante en rajoutant des éléments modernes, en modifiant des éléments de l'histoire originale. Et donc, il a réussi donc à séduire avec cette licence nouvelle et qui ensuite fonctionne puisque le film est extrêmement rythmé avec énormément d'action et qui correspond, je pense, à un public qui maintenant, quand on va voir un film qui fait 2h30 au cinéma, eh ben, on a besoin d'être complètement capté avec des scènes d'action toutes les 30 secondes. Et c'est exactement ce qui se passe dans Neja, c'est-à-dire qu'on sort de là un peu épuisé quand on n'est pas habitué parce que c'est littéralement que de l'action et énormément d'effets spéciaux, de scènes extrêmement impressionnantes. Et je trouve un petit peu au détriment de l'évolution des personnages et peut-être des certaines subtilités narratives qui pourraient permettre de créer de plus grandes émotions. En tout cas, pour ma part, j'ai été très impressionné par l'aspect technique, mais je suis un petit peu resté sur ma faim puisque je trouve qu'on s'identifie peu au héros principal de Neja. On s'identifie peut-être un peu plus au méchant du film, ou en tout cas celui qui apparaît comme un méchant, qui est donc Shen Gongbao. Je trouve que c'est peut-être le personnage le plus réussi du film.
Mais voilà, donc je dirais très impressionnant techniquement. Certaines répliques et les répliques d'humour sont aussi très bien senties, donc ça apporte une certaine légèreté aussi au film. Les scènes d'action sont évidemment impressionnantes, mais pour ce qui est de l'histoire et de la capacité à vous faire vibrer et à vous émouvoir si vous ne connaissez pas cette culture-là, je dirais que ça demande quand même beaucoup de travail de préparation en amont. Voilà, j'espère que cet épisode aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, et puis j'essaierai de vous répondre. Et je suis très curieux d'entendre des témoignages de gens qui sont peut-être complètement étrangers à cette mythologie-là et à cette culture-là pour voir un peu quel serait leur retour sur ce film. Voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.